Bonjour tout le monde. Voilà, nous voilà en ligne. Désolée pour ce petit retard. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir avec Véronique Plouvier à ce webinaire Comment écrire et publier un livre professionnel. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent et qui arrivent. On va commencer tranquillement en attendant que tout le monde soit là. Tout d'abord, ce webinaire vous est proposé par Gérézo, qui est un groupe, un centre de formation spécialisé dans les RH, la paye, le droit du travail, etc. Toutes ces dimensions-là. Et nous sommes donc un groupe qui fait de la formation, mais également du conseil et de l'édition. Et c'est de ce sujet-là, bien sûr, que nous allons parler aujourd'hui avec Véronique Plouvier. Véronique, je vous laisse vous présenter. Bonjour et merci beaucoup d'être présent à ce webinaire. J'en profite pour remercier Gérizo qui m'a fait cette proposition. Donc moi, je suis Véronique Plouvier, je suis autrice et coach rédactionnel et je suis spécialisée dans l'écriture de livres professionnels. J'en ai publié une dizaine chez différents éditeurs, dont certains ont d'ailleurs été traduits en plusieurs langues. Et mon dernier livre est donc paru chez Gérézo. Il s'intitule Écrire et publier un livre professionnel. Et ce livre s'adresse plus spécifiquement aux freelances, aux consultants, aux formateurs, aux thérapeutes, aux indépendants de manière générale, aux conférenciers aussi, qui souhaitent se lancer dans un projet d'écriture pour se faire connaître et légitimer leur expertise. Et puis par ailleurs, en parallèle avec cette activité d'autrice, je suis coach rédactionnel et donc j'aide les indépendants dans l'écriture, la publication et la promotion de leurs livres pratiques. Voilà. Et donc, moi, je suis Raphaël Cormier, éditrice chez Gérézo Éditions. Voilà, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je travaille en collaboration avec les auteurs pour publier des livres pratiques, professionnels, développement personnel, des livres qui ressemblent à leurs auteurs et qui soient utiles aux lecteurs. Notre histoire avec Véronique a vraiment été centrée autour de ce sujet, puisqu'on s'est rencontrés. Elle m'avait invité à participer à son podcast Plume et Entreprise pour donner un petit peu le côté éditeur, le point de vue éditeur sur le processus éditorial. Et, euh, et suite à ce podcast, on a discuté, on s'est dit, tiens, pourquoi pas un livre sur le sujet. Et maintenant, c'était à mon tour, plus ou moins, de l'inviter dans ce webinaire pour en parler avec vous tous. Donc, le programme, très simplement, on va faire à peu près 45 minutes de discussion autour des questions-réponses les plus récurrentes sur le processus d'écriture d'un livre, hein, vraiment du choix du sujet, de la définition jusqu'à la publication. Et à la fin, on va se garder un petit quart d'heure pour répondre à vos questions. Ces questions, vous pouvez d'ores et déjà et tout au long du webinaire les poser dans le chat. On va les sélectionner au fur et à mesure et on y répondra donc en fin de webinaire dans le dernier quart d'heure. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Véronique pour le premier thème. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'écrire, voilà, au tout début du Voilà. processus? Voilà, on a organisé cette intervention, ce webinaire autour de 7 questions qu'on va prendre les unes après les autres avec nos expertises croisées et j'espère que ça vous apportera un maximum de valeur. Donc la première question, c'était quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'écrire? Alors, je dirais que, alors je vais parler de mon expérience évidemment d'autrice et d'accompagnatrice d'auteur. Je dirais que une des erreurs les plus communes, c'est de commencer à écrire sur une impulsion en se disant je vais écrire un livre et de démarrer la rédaction sans se poser aucune question, simplement avec les idées en tête. Et je dirais que c'est la meilleure façon de ne pas faire aboutir son projet parce qu'on va partir dans des pages sans fin, sans carte routière ni quoi que ce soit. Alors, ce qui apparaît, c'est que en fait, faire publier un livre, c'est un équilibre qui
qui se place entre… Il y a trois partenaires, je dirais, d'égale importance. Il y a l'auteur, évidemment, c'est vous, le futur auteur. Il y a l'éditeur, comme Raphaël, et puis il y a les lecteurs. Et en fait, le projet de livre va se construire autour des besoins, des envies de ces trois partenaires qui ont autant d'importance les uns que les autres. L'auteur sans l'éditeur n'existe pas, etc., etc. Vous voyez le cercle vertueux. Donc, la première question que je pose aux personnes qui me contactent, ou même à moi-même quand j'ai envie d'écrire un livre, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire ce livre? Alors, ça peut sembler, on en parle souvent, ça peut sembler provocateur parce qu'on se dit, bah oui, je vois vraiment pas pourquoi j'écrirais un livre si j'en avais pas envie. Mais il faut quand même se rappeler qu'un livre, c'est un engagement qui va vous prendre du temps, qui va vous prendre de l'énergie, qui va vous mettre en danger parfois. C'est un choix, c'est pas une obligation. C'est un choix qui engage. On s'engage envers soi-même en premier lieu, quelquefois envers son éditeur quand un livre n'est pas encore écrit et qu'on a signé un contrat. Donc là, c'est aussi un engagement. Et puis, on va sortir de sa zone de confort, ça il faut le dire. Écrire un livre, c'est simple, mais c'est pas forcément facile. Il va y avoir des tas de choses, on va parler des peurs un peu plus tard dans ce webinaire. Donc, c'est important de se poser la question, pourquoi voulez-vous écrire un livre et est-ce que vous êtes assez passionné pour vous engager à mener ce projet à bien, pour les raisons que je viens de dire? Et est-ce que vous êtes assez déterminé pour accepter de vous sentir vulnérable à un moment ou à un autre, dans des moments qui seront pas forcément faciles? Comme dans tout projet, il y a des hauts, il y a des bas, et donc c'est important aussi de tenir compte de cela. Voilà, alors ça c'était la première question. Ensuite, avez-vous envie d'écrire un livre? Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi voulez-vous écrire un livre? Et là, il faut être honnête envers soi-même, être, je dirais, authentique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'écrire un livre, mais elles vous sont personnelles. Mais l'important pour moi, c'est d'être clair avec ce que vous souhaitez faire. J'ai des clients qui écrivent un livre pour laisser une trace, d'autres pour déposer des méthodes, d'autres pour avoir plus de visibilité. Voilà, donc toutes les raisons, d'autres pour avoir du succès, passer dans les médias, etc. Toutes les raisons sont bonnes en elles-mêmes, mais l'idée, c'est d'être clair parce que ça va déterminer le type de livre que vous allez écrire, le positionnement que vous allez avoir, l'éditeur que vous allez chercher éventuellement, etc. Donc, c'est quelque chose qui va être très déterminant et c'est important de se le poser. Troisième question importante, c'est quel est le sujet le plus facile à traiter pour vous? Quand je travaille avec des personnes qui n'ont jamais écrit de livre, elles partent souvent sur des idées en se disant que l'important, c'est de montrer la somme de savoir, c'est de montrer tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on sait dire, etc. Et donc, elles construisent un projet qui est d'une ambition folle, comme écrire une encyclopédie, comme écrire voilà, de gros volumes sur leur thématique, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que le lecteur va rechercher. Elles vont se mettre en difficulté par rapport aux recherches qu'elles vont devoir faire, par rapport aux choses qu'elles savent ou ne savent pas, etc. Donc moi, je dis toujours, prenez le sujet, pour un premier livre surtout, prenez le sujet le plus facile pour vous, le plus facile à traiter. La plupart du temps, en tant que professionnel, on a déjà le matériel, c'est-à-dire que vous avez des articles de blog, vous avez des écrits quelque part, vous avez des conférences qui sont écrites, vous avez peut-être des formations qui sont déjà faites. En fait, l'idée, c'est de partir de tout ce matériel qui existait déjà et de le transformer en livre, évidemment, en suivant les règles éditoriales, etc. Mais partir de ce qui est facile pour vous, parce que pour ne pas ajouter de la difficulté à la difficulté. Ça me semble vraiment très important. Donc ça, c'était la première partie sur l'auteur, les envies de l'auteur, les questions à se poser par rapport à ça. Ensuite, on va s'occuper du lecteur, évidemment. Donc le lecteur, première question à se poser, qui est-il? L'idée, c'est d'avoir une persona, un avatar, de savoir à qui on s'adresse précisément pour trouver les bons mots,
pour trouver le bon niveau d'information. On ne s'adresse pas du tout de la même façon à quelqu'un qui est expert, à un universitaire, à un médecin, à un légiste, et quelqu'un qui est débutant. Les collections, je sais pas, pour les nuls, c'est pas le même public que les collections chez des éditeurs très très spécialisés. Donc ça, c'est très important de se demander pour qui on écrit, tout en sachant, parce que ça c'est une objection que j'entends très très souvent, tout en sachant que écrire pour un public cible ne vous ferme pas les autres publics, l'accès aux autres publics. C'est pas parce qu'on s'adresse à une personne, à un public cible en particulier, que les autres ne vous liront pas. Donc, mon conseil, c'est de choisir un lectorat cible en cohérence avec les objectifs que vous vous êtes fixés, en cohérence avec les raisons que vous avez déterminées de vouloir écrire. Ce public cible, une fois qu'il est déterminé, quels sont ses besoins, quelle est sa demande. On n'écrit pas pour soi, on écrit pour être lu et donc pour apporter des solutions, des informations à des gens qui les recherchent. Donc ça, c'est très important. Quelle est sa demande? Posez-vous la question, regardez autour de vous. Encore une fois, faites simple, c'est vraiment mon conseil. Demandez à vos clients, interrogez votre communauté si vous en avez une. Regardez les tendances dans les librairies. Écoutez des podcasts. Et puis moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup pour avoir toutes les informations sur les besoins qui sont dans l'air du temps, sur les tendances, etc. C'est la presse spécialisée, parce que c'est toujours, je dirais, up-to-date. Comme ce sont des périodiques, ils ont des sujets qui collent beaucoup à l'actualité. Donc moi, j'aime beaucoup aller voir ce qu'écrit les articles dans la presse spécialisée pour avoir une idée de ce que veulent les lecteurs. Les besoins de l'éditeur, je vais laisser la parole à Raphaël, puisque c'est quand même mieux, c'est quand même elle la mieux placée pour en parler. Alors, les besoins de l'éditeur, merci pour cette transition. Alors, effectivement, si déjà vous vous êtes posé les questions des deux points de vue que Véronique vient de détailler, ça devrait aller, c'est-à-dire que les besoins de l'éditeur, on a besoin forcément d'un auteur qui sait de quoi il parle, dont il est connaisseur, de prédilection, dont il va avoir de l'aisance et de la facilité à parler. Donc, comme l'a dit Véronique, ne pas chercher trop loin, prendre des sujets qui sont déjà au cœur de votre métier, sur lesquels vous avez déjà des choses, parce que bien souvent, effectivement, vous avez déjà des choses. Et donc, un auteur qui a cette facilité, cette capacité-là de parler d'un sujet, a un lectorat qui a des besoins sur ce sujet-là. Et si déjà tout ça est bien défini, bien ciblé, eh bien pour l'éditeur, ça va grandement faciliter son travail parce qu'il va avoir plus de facilité à travailler avec l'auteur qui pourra dérouler son fil et son propos tranquillement. Et il aura plus de facilité à cibler le livre, le titre, le choix du titre, du sous-titre, le rayon, comment le vendre, etc. Puisque le but de l'éditeur, c'est aussi de faciliter justement la mise à disposition de tout ce savoir et de ce livre-là fait par l'auteur vers le public. Voilà, on est la pièce qui va faire la transition entre les deux et qui va faciliter cette transmission-là. Donc, si ces trois questions-là sont en accord et sont claires, eh bien forcément, le travail de tout le monde sera facilité et le résultat sera bien meilleur, puisque voilà, il vaut mieux cibler un public peut-être un petit peu plus restreint, mais qui est au moins et qui est clair, qui est précis, que de vouloir être trop grand public et finalement de s'adresser à tout le monde et personne en même temps. On est souvent surpris des résultats d'ouvrages qu'on pense de niche, mais parce qu'ils répondent à un problème et à une question et à une demande d'un public en particulier. Donc, c'est vraiment effectivement cet équilibre qui est à trouver, tout simplement. Mais je dis tout simplement, mais ce n'est pas forcément aussi facile à dire qu'à faire. Ce qui nous amène à la question suivante.
comment dépasser ses doutes. Et là, je me tourne de nouveau vers Véronique, puisque moi, je n'ai pas personnellement passé cette étape-là. Je n'ai pas écrit de livre. J'accompagne les auteurs, donc je peux les accompagner à les dépasser, mais Véronique sera sans doute plus en mesure de parler Alors, d'expérience. merci. Alors, comment dépasser ces doutes? Je dirais que, alors, en préambule, les doutes, tous les auteurs, ils sont sujets. Ça peut arriver à tout moment et ça peut arriver quel que soit le degré d'expertise, en fait. Que vous écriviez votre premier livre ou que vous écriviez votre 10e livre ou 20e livre, il y a toujours un moment où il y a, moi j'appelle ça les petits gremlins, en fait, il y a une petite voix qui va venir vous susurrer à l'oreille, voilà, et vous mettre en porte-à-faux et on se décourage. Donc, il y a un moment, la plupart du, enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais je dirais que tout le monde est susceptible d'avoir des doutes. Donc, évidemment, il y a différents types de peurs et on va pas toutes les lister ici. Donc, j'ai choisi d'avoir en tout cas trois peurs, trois objections, trois doutes pour en parler parmi toutes celles qui existent. Il y a autant d'individus que de peurs, j'imagine. Donc, la première chose, j'ai sélectionné ces doutes par rapport à ce que j'entends le plus souvent, évidemment, avec les personnes que j'accompagne. Le premier doute, c'est en fait, pourquoi est-ce que j'écrirais sur le sujet puisque tout a déjà été dit? C'est vrai, dans le fond, hein. Et quand on regarde les chiffres du Syndicat national de l'édition, j'ai regardé, et il y a plus de 200 livres publiés par jour, toutes excusez-moi, toutes catégories confondues. Mais enfin bon. Mais statistiquement, avec 200 livres publiés par jour, vous vous rendez compte que trouver un sujet original, ben c'est presque mission impossible, à moins qu'on soit l'inventeur d'une méthode, à moins qu'on soit vraiment dans un domaine où les innovations sont importantes. Mais sinon, évidemment, ça va être compliqué. Alors, l'idée, c'est de ne pas se décourager. Ce qui va faire la différence, c'est en fait, ce que recherche le lecteur, c'est de l'information, bien sûr, mais ce qu'il va rechercher dans un livre, c'est un point de vue. Donc, et un angle selon lequel a été traité le sujet. Donc, en fait, vous pouvez traiter de n'importe quel sujet à partir du moment où vous apportez votre expérience, votre singularité, votre façon de dire, votre façon de faire, votre façon de vous exprimer, votre authenticité aussi, c'est très important, je pense, eh bien, le livre va avoir quelque chose de différent par rapport aux ouvrages qui ont déjà été écrits. C'est un peu comme si, je dirais, on n'osait pas écrire un roman d'amour parce que il y a déjà des romans d'amour qui ont été écrits. Mais un livre pratique, c'est la même chose, hein. Comment écrire un livre professionnel? Il existait déjà des livres sur le sujet, mais j'ai apporté toute mon expérience et mes retours terrain pour écrire un livre qui soit un peu différent des autres. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers doutes qui peut assaillir le futur auteur. Un autre possible, c'est je ne sais pas écrire. Alors là, on retombe dans des souvenirs scolaires où on avait des notes, c'est bien, c'est pas bien, voilà. Donc c'est un traumatisme quelquefois qui remonte au lycée, à nos dissertations ou à nos rédactions, je ne sais plus. Donc le je ne sais pas écrire, première mise au point, on n'est pas là pour écrire des chefs-d'œuvre. On n'est pas Victor Hugo, on n'est pas Chateaubriand, on est des auteurs de livres professionnels. Donc, on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Donc, si vous avez envie d'écrire un livre, si vous savez parler à vos clients, à vos interlocuteurs, à vos stagiaires, etc., vous savez écrire un livre professionnel. Parce que c'est la même chose, en fait. Si vous allez vous exprimer de la même façon que celle que vous avez en face-face. Donc, pour qu'un livre soit lu et compris, en fait, c'est pas une question de style. C'est une question de rester naturel, de ne pas essayer de faire savant, hein, je dirais. C'est arrivé à certains de mes clients qui réécrivaient leurs livres pour essayer de faire savant, mais c'est pas ce que les gens cherchent, c'est pas ce qui marche. Et je pense que Raphaël peut le confirmer. En fait, il faut se dire que votre premier jet, donc le premier jet, vous allez écrire comme vous parlez, et ensuite, il sera toujours temps d'améliorer votre syntaxe, les fautes de grammaire, l'orthographe, les tournures de phrases, etc.
ce livre, Raphaël ne le sait pas, mais ce livre que quand j'ai proposé mon manuscrit chez Gérézo, en fait, moi j'ai fait 6 versions. Donc, donc il y a un moment, on écrit, on améliore, on revoit, on relit, etc. C'est un processus. Bon, alors je me sentais un peu en danger parce que écrire un livre sur écrire un livre, il fallait quand même que je me rate pas trop. Donc j'ai fait 6 versions. C'est pas toujours nécessaire d'aller aussi loin, mais vous avez c'est pas le premier jet qui fait le livre. Donc, en fait, n'ayez pas peur d'écrire comme vous parlez et vous aurez ensuite toute la possibilité d'améliorer la rédaction et le contenu du livre. Ensuite, ce que j'entends beaucoup, c'est quelle est ma légitimité? Là, on va parler, enfin, pour faire court, du syndrome de l'imposteur, le qui je suis pour écrire un livre par rapport aux auteurs qui existent déjà, par rapport aux têtes d'affiche, par rapport aux références dans nos domaines d'activité. Alors moi, je dirais qu'il faut se rappeler qu'on n'écrit pas pour tout le monde. Vous, en tant que professionnel, vous êtes toujours plus expert que des centaines ou des dizaines, des centaines ou des milliers de gens. Donc, vous allez, même si vous n'êtes pas au top niveau, et c'est normal, enfin, c'est assez rare de se dire je suis le meilleur de ma profession, mais vous avez forcément des qualités qui vont aider quelqu'un. J'ai souvent entendu, si je n'aide qu'une personne qui, en lisant mon livre, aura trouvé une solution, ben en fait, ça valait le coup de l'écrire. Et ça je le pense, vraiment. Et puis, avec Raphaël, lors de mon podcast, justement, l'épisode sur lequel je l'avais invité, on avait beaucoup parlé de la légitimité. Donc, en fait, peut-être que vous pourriez rajouter un mot, Raphaël, par Oui. rapport à ce que regarde l'éditeur. C'est pas la notoriété, mais c'est la légitimité par rapport au sujet. Oui, bien sûr. Alors, la notoriété peut rentrer en ligne de compte dans le cadre, par exemple, de certains ouvrages, si le sujet est très concurrentiel et qu'il y a déjà beaucoup d'ouvrages publiés sur le sujet. Mais effectivement, on va aussi regarder, étant donné que ce sont des livres professionnels, la légitimité. Alors, tout d'abord, la légitimité, elle vient pas toujours, pas forcément. C'est pas le diplôme qui fait la légitimité, hein. Ça, on peut le redire. Ça fait jamais de mal. Après, il y a forcément une part déjà d'expérience, d'expertise. On va peut-être que quelqu'un qui est dans un métier depuis 6 mois va pas forcément pouvoir tout révolutionner et trouver une théorie innovante et pouvoir l'exposer. Quoique, parce que si, même si vous êtes, alors on va pas dire novice, parce que si vous vous sentez assez à l'aise et vous avez la volonté d'écrire un livre, c'est qu'à mon avis, vous n'êtes pas tout à fait novice. Mais même si vous pouvez être considéré jeune dans un métier ou dans une expérience, rien que le travail nécessité pour écrire un livre, faire les recherches, des rencontres, des interviews, le travail pour structurer même l'ouvrage est un travail aussi sur votre propre métier, vous permet de prendre du recul sur votre métier et rien que ça, c'est une grosse expérience en fait et ça ajoute à votre légitimité. C'est pas rien, vous avez écrit un livre sur le sujet, rien que le fait de l'écrire, ça apporte au final de la légitimité. Et c'est pas forcément un livre professionnel, c'est pas forcément un livre qu'on va écrire en fin de carrière pour dire voilà, j'ai appris tout ça, maintenant je vais le partager, je vais le transmettre au suivant. Ça peut aussi être le livre que vous auriez, vous, aimé avoir Oui. quand vous avez commencé cette prise de poste-là. Voilà, ça fait 3 ans que vous êtes en poste, vous vous dites, moi j'ai galéré, j'ai rien trouvé quand je suis arrivée à mon poste. Peut-être que je pourrais aider les autres et avec toutes les questions que je me suis posées dans ma ou mes premières années, est-ce que je ne pourrais pas en faire quelque chose vu que j'ai trouvé les réponses et partager aux autres? Ça peut aussi être Exactement, ça, hein. exactement. Ah Et oui, tout à fait d'accord. la légitimité, c'est pas forcément les années d'expérience. Très bien. Est-ce qu'on parle de structure du livre maintenant, de plan? Eh bien, allons-y, parce que c'est l'étape suivante. Une fois que vous avez bien tout Oui. débroussaillé, que vous êtes au clair sur pourquoi vous écrivez, à qui vous écrivez, on va avoir un petit peu le comment.
La structure, effectivement, de l'ouvrage, ça va être indispensable de la définir très tôt dans votre projet, puisque c'est de là que vont découler toutes les étapes suivantes de l'écriture, tout simplement. Mais si vous avez suivi depuis le départ, en fait, vous avez déjà presque toutes les réponses. En tout cas, vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour déterminer la structure adéquate pour votre livre, en fonction de votre sujet. Puisque vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi vous écriviez, de savoir dans quel objectif et à qui vous écriviez. Eh bien, ce sont les réponses, en fait, à ces questions-là qui vont, normalement, en toute logique, vous aider à déterminer la structure de votre livre. Tout simplement parce que, comme l'a dit Véronique, si vous vous adressez à des spécialistes, à des universitaires, la structure et le traitement du sujet ne sera pas le même que si vous vous adressez à des novices, à des débutants que vous souhaitez aider dans leur prise de poste, par exemple. Entre un livre en question-réponse, entre un livre en structure de A à Z ou avec beaucoup d'exercices, et un livre académique en 3 parties, 3 sous-parties, etc., il y a beaucoup de possibilités et de variantes, et vous allez pouvoir trouver voilà, la juste place qui vous convient dans toutes ces nuances. Ça dépendra de la profondeur de votre sujet, si vous voulez vraiment le traiter très, très en détail, ou si vous voulez rester en surface pour faire quelque chose de très accessible. Ça va dépendre de votre type de raisonnement à vous, aussi des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, et de votre objectif pédagogique. Est-ce qu'il faut que ce soit un livre qui sera lu de A à Z, vraiment du début à la fin, parce qu'il y a une progression, parce qu'on part d'un certain niveau de compétence et qu'on veut arriver à un autre niveau de compétence? Ou est-ce que c'est plutôt un livre-outil qui vise à répondre à différentes situations du quotidien, dans lequel le lecteur pourra venir piocher au jour le jour en fonction de ses besoins, auquel cas on peut avoir une structure beaucoup plus éclatée et qui soit voilà, un peu plus effectivement en question-réponse ou des petits points distincts. Ça, c'est déjà effectivement un élément à définir. Ça peut aussi être un livre d'études, un genre, ce qu'on appelle aussi un petit peu essai, dans lequel vous faites d'abord l'état des lieux, puis vous proposez diverses théories, solutions à un niveau global, dans le but d'enrichir en fait la réflexion du lecteur pour le faire reconsidérer ses propres pratiques, mais par lui-même, sans lui donner des solutions toutes crues, parce que selon les métiers et les sujets, c'est pas forcément évident de trouver des réponses qui vont pouvoir s'adapter à tous vos lecteurs. Donc parfois, le mieux que vous puissiez faire, c'est de leur donner tous les éléments de texte, etc., et des pistes, pour qu'ensuite ils puissent s'approprier les choses et les intégrer pour eux-mêmes. Ou alors encore, la situation qu'on évoquait juste avant, vous adressez à un professionnel débutant qui va connaître un certain nombre de situations professionnelles pour lesquelles il a besoin d'outils clairs, d'outils rassurants, avant qu'il puisse lui-même remettre en cause sa propre pratique, mais où au départ, il a besoin d'être guidé. Voilà, on a vraiment différentes possibilités. Donc, entre l'essai académique et le cahier d'exercice, voilà, il y a 50 nuances au moins de structure. Certaines très classiques, certaines qui sortent du cadre. Hein. C'est pas parce qu'on est sur un livre professionnel qu'on est obligé d'être voilà, dans la structure 3 parties, 3 sous-parties, etc. On peut trouver des choses originales. On peut trouver, on a publié des choses sous forme romancée. On peut faire des mélanges entre différentes structures parce qu'on peut avoir une partie romancée et une partie théorique qui vient en explication, en analyse de la partie romancée. On peut faire des choses vraiment, on peut imaginer tout ce qu'on veut tant que ça correspond à vous, parce qu'il faut que vous ayez la facilité de faire ça, et que ça correspond à votre sujet, que ça réponde à l'objectif que vous êtes fixé et au style de votre lecteur. On sait bien que les professionnels ont de moins en moins le temps de lire, hein, comme nous tous, mais on sait aussi que selon certaines professions, il y a des professions qui vont être plus habituées, plus à l'aise à lire
beaucoup de choses, parfois des choses très techniques, etc., notamment dans tout ce qui va être juriste, RH, etc. Ils ont l'habitude des textes, même des textes de loi, etc., donc ça leur fait un peu moins peur, on va dire. Si on s'adresse à des lecteurs un petit peu plus débutants ou en tout cas des professions un peu plus techniques, peut-être qu'il va falloir être un peu plus léger dans la façon d'aborder les choses. Après, on peut agrémenter de plein de façons pour changer le rythme, donner envie aux lecteurs de continuer. L'important, c'est de trouver voilà, ce juste milieu qui va faire entrer en résonance toutes les différents, encore une fois, les différents acteurs et les différents éléments de votre projet, c'est-à-dire votre objectif pédagogique et le lecteur. Et après, à l'intérieur de tout ça, voilà, on peut agrémenter, on peut faire plein de choses. Véronique l'a très bien fait dans son ouvrage, voilà, des ruptures de rythme, proposer des rubriques, des choses comme ça. Mais ça, peut-être que vous pouvez nous en parler, Véronique, après, sur le rythme et comment s'approprier une structure qui peut être peut-être un petit peu plus cadrée, voilà, trouver et se faire sa place dans ces différents grands modèles. Alors, moi, ce que j'aime dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, il y a de la place pour la créativité. Donc ça, je trouve ça absolument génial parce que c'est pas parce qu'on est dans un livre professionnel que ça doit être ennuyeux, au contraire. Donc, même si le sujet est sérieux, technique, etc., c'est bien aussi d'apporter une petite touche de créativité, de se faire plaisir et d'avoir une structure qui peut-être sorte du lot. Je vais parler du plan, Raphaël, si vous le voulez bien, parce que évidemment le plan, c'est la structure, voilà, c'est ce qui va en découler, c'est la première chose sur laquelle on va travailler avant même d'écrire un livre. Donc, je l'ai déjà dit, un livre professionnel, c'est de l'information, mais c'est surtout de l'information structurée. L'information, on la trouve partout. Demain, si je veux, il y a des sujets que je maîtrise pas du tout, mais si je veux vraiment chercher l'information, je la trouverai, sauf que je vais avoir tout en vrac et que ça, je serai pas beaucoup plus avancée sur le sujet. Donc, ce que vient chercher le lecteur, c'est de la structure, et la structure, elle va apparaître avec le plan. Si on fait pas de plan, parce que c'est aussi une tentation qu'on peut avoir, on va courir 2 dangers. Ne jamais finir, et ça arrive. Là, j'ai encore été contactée hier par une personne qui est sur un livre de 300 pages, ça fait 3 ans qu'elle est dessus, elle n'arrive pas à le terminer parce qu'elle a pas de plan, donc elle sait pas où elle va. Il y a trop de digressions, trop de questionnements, et cetera. Et puis, quand on n'a pas de plan, eh bien, tout simplement, on risque d'oublier des choses. Donc, c'est quelque chose qui peut être brouillon, qui peut être incomplet, avec des lacunes vraiment importantes. Donc, travailler sur la structure, et la première chose à faire, c'est le plan. À quoi ça sert rapidement? À quoi ça sert? Vous allez valider votre sujet. C'est important parce que, quelquefois, on a une très bonne idée de livre, mais une idée ne suffit pas à faire un livre. En fait, il faut quand même qu'il y ait la matière suffisante pour la développer, et ça, vous allez vous en rendre compte très facilement, parce que si vous n'avez pas d'éléments pour développer votre idée, si vous voyez bien que ça fera jamais 150 pages, 200 pages, et cetera, peut-être que le sujet fait partie d'un autre sujet, ou peut-être qu'il faut le prendre d'un autre angle, mais en tout cas, faire un plan, ça vous permet de voir si vous pouvez développer et tenir sur la distance. Ça vous donne aussi conscience du travail que vous allez à fournir, des recherches que vous allez devoir faire. Vous parliez, Raphaël, d'approfondir son expertise quand on est, par exemple, débutant. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, moi je dis toujours, si vous voyez bien que dans un livre, vous devez aborder certains points sur lesquels vous êtes un petit peu moins expert que sur les autres parties du livre, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher la matière, tout simplement. C'est pas de se dire, je vais pas en parler parce que je sais pas, mais c'est d'aller rencontrer des gens, faire des recherches, etc. Donc, le plan va vous montrer les parties sur lesquelles vous êtes hyper compétent, qui vont être super faciles pour vous à écrire, et puis d'autres sur lesquelles c'est un peu plus compliqué de pouvoir parler. Dans mon livre, très clairement, la partie
où j'avais le moins de compétences, c'était la partie sur l'édition, parce que même si j'ai signé de nombreux contrats d'éditeurs, en fait, j'avais pas cette vue un peu méta sur les différents contrats, etc. Donc, en fait, je suis allée chercher l'information tout simplement dans des livres, auprès des éditeurs, auprès d'auteurs publiés. Donc, ne pas se dire, voilà, le plan va vous donner cet aspect-là. Ça vous donne, une fois que le plan est fait, évidemment, ça vous donne une vision globale du livre. Oui, c'est ça. Global, ça va vous donner une feuille de route claire et ça va vous permettre d'écrire plus vite et d'écrire mieux. Alors, c'est pas un auteur de livres professionnel, c'est Stephen King, mais Stephen King, qui est un auteur de best-seller américain, a dit dans ses réflexions sur le métier d'écrivain qu'un jour sur le plan, c'est 3 jours d'écriture de gagné. Donc, en fait, quand on travaille sur le plan, c'est pas la partie la plus fun, parce que souvent, on a envie de se lancer, etc. Mais ça va au final, ça va vraiment, vraiment vous faire gagner du temps pour les raisons que je viens de vous dire. Ça vous permet, une fois que le plan est établi, que vous l'avez sur Word, etc., de vérifier le chemin pédagogique. On parlait d'objectifs pédagogiques, de vérifier le chemin que va suivre le lecteur pour bien l'emmener du point A au point B, de voir le déroulé des étapes, voir si tout s'enchaîne bien, s'il n'y a pas de hiatus, de gap entre deux parties, parce que peut-être qu'il manque quelque chose, etc. Donc ça, vous allez le voir tout de suite. Et puis, ça va vous permettre, et là, c'est une info que tout le monde n'a peut-être pas, ça permet de travailler dans le désordre. Si vous avez votre plan, en fait, vous avez la possibilité de commencer par les parties les plus faciles. Et ça, c'est ce que je recommande vraiment. Un livre professionnel, j'ai pas d'expérience sur le roman, mais un livre professionnel, ça ne s'écrit pas de la première ligne de l'introduction à la dernière ligne de la conclusion. Vous pouvez écrire dans le désordre, en commençant par les parties les plus faciles, qui sont souvent les parties factuelles, et garder les parties conceptuelles à la fin, qui sont plus difficiles à exprimer, parce que l'écriture étant un muscle, en fait, plus vous allez écrire, plus vous allez rentrer dans votre sujet, et plus ça va être facile pour vous. Donc, avoir le plan, c'est se dire, OK, là, je suis super fort, j'ai toutes les infos, je peux y aller. Là, il faut peut-être que je m'habitue un peu. Là, il me manque. Donc ça, vous pouvez organiser votre plan de travail, d'écriture, à partir du plan du livre, à partir de votre sommaire, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant sur l'utilité du plan. Alors, comment faire son plan? Eh bien, moi, je dirais, et ça rejoint c'est la structure. Comment faire son plan? Un plan qui fonctionne, d'après moi, et Raphaël me contredira s'il y a besoin, mais d'après moi, un plan qui fonctionne, c'est un plan qui met le lecteur au centre. C'est-à-dire que je dis toujours, n'écrivez pas le livre que vous avez envie d'écrire, écrivez le livre que les lecteurs attendent. Placez votre lecteur, mettez-vous dans sa tête, vous avez son avatar, vous avez sa persona, vous connaissez ses besoins, mettez-vous à sa place, de quoi a-t-il besoin pour s'en sortir, pour satisfaire ses besoins, pour satisfaire ses envies, etc., pour approfondir ses connaissances. Donc, à partir de là, vous réfléchissez à sa place, vous notez les idées sur des post-it, en faisant du mind mapping, en prenant des fiches, il y a toutes sortes de moyens qui sont possibles de mettre en œuvre. Vous les organisez d'une première façon et puis ensuite, vous allez peaufiner votre plan. Moi, je suggère souvent de faire plusieurs essais parce que comme on est formaté pour faire petit A, petit B, petit C, voilà, dans nos études, dans la façon dont on a appris les choses, c'est intéressant de commencer par là peut-être et puis ensuite d'essayer d'avoir un twist dans le plan, quelque chose qui va être un peu innovant, quelque chose qui va surprendre. Raphaël parlait des ruptures de rythme, etc. Donc ça, c'est aussi pour moi assez important. Je dirais qu'il n'y a pas de plan type. En fait, il y a autant de plans que de livres possibles. Donc, c'est vraiment une réflexion particulière que vous allez mener. Sauf si vous visez des collections particulières, spécifiques. J'ai une cliente qui est venue me voir et qui m'a dit « Je voudrais être éditée chez cet éditeur-là, dans cette collection-là ». Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté toutes les deux différents livres de cette collection et en fait, on a décortiqué les bouquins. En fait, c'était assez facile parce que c'était quelque chose, on voyait qu'il y avait un cahier des charges assez simple à mettre en œuvre. Et on a regardé comment c'était construit et elle a construit son ouvrage, elle l'a conçu de manière à livrer
en fait un ouvrage presque clé en main à l'éditeur. Et ça, c'était quand même assez intéressant comme exercice. Donc, je dirais pas de plan type, sauf si vous avez une envie quasi obsessionnelle d'aller chez un éditeur dans une collection. Et là, vous pouvez regarder quel est le cahier des charges, en fait, comment sont construits ces ouvrages et comment vous allez pouvoir vous adapter. Donc, voilà pour le plan. Quand il est terminé, demandez-vous si le plan est bien équilibré, s'il est bien articulé, si tous les chapitres et les sous-chapitres sont utiles, s'ils servent à quelque chose. Ne pas écrire pour écrire, ça sert à rien. Le lecteur se lasse et puis ça n'a pas d'intérêt. Et donc, si tous les chapitres ont un objectif précis et si cet objectif est atteint à chaque fois. Je ne sais pas si Raphaël veut rajouter quelque chose sur le plan. Vous avez tout dit et je pense qu'effectivement, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Le plus important à garder en tête, c'est vraiment voilà, se mettre du point de vue du lecteur, surtout de bien penser qu'il n'a pas toujours le même contexte, les mêmes bases de connaissances que vous et que parfois, il faut remettre en contexte tout un tas de choses qui vont vous paraître naturelles. Vous allez vous dire non, ça, j'ai pas besoin de m'attarder dessus, ça, j'ai pas besoin de le définir. Mais en fait, si vous balancez des concepts, mais qu'il y a la moitié de vos lecteurs qui les connaissent pas, il vaut mieux toujours prendre le temps de redéfinir, même si c'est juste renvoyer vers des sources ou mettre des notes. Voilà, toujours vous poser la question de quel est le contexte de votre lecteur pour pouvoir adapter votre discours et être sûr qu'il puisse vous suivre, en fait, tout simplement. Nous, c'est vrai que c'est un des axes principaux qu'on a en tête quand on fait une lecture, une première lecture un peu critique d'un manuscrit, c'est ça, c'est de se dire est-ce qu'on arrive à suivre, est-ce qu'on a bien toutes les clés en main pour pouvoir comprendre ce dont parle l'auteur. Donc voilà, c'était un petit point important à souligner. Donc on a le plan, on écrit et puis on cherche un éditeur évidemment. Voilà, c'est ça. Là, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, oui et non. Enfin, en fait, c'est une phase sur laquelle il est bon d'anticiper, mais pas trop non plus. Ça dépend, en fait, de votre objectif. Pour pouvoir présenter un projet à un éditeur, vous avez plus ou moins, si on schématise, 2 options. Soit vous écrivez votre livre en entier, un premier jet, parce que de toute façon, vous êtes parti et vous êtes lancé, et voilà. Et parce que vous avez envie de pouvoir ensuite le peaufiner avec les conseils de l'éditeur, ou même parce que vous vous dites, dans tous les cas, c'est ça que je veux écrire et je le publierai sans avoir décidé que ce soit avec un éditeur, en auto-édition, ou peu importe, mais vous êtes lancé, voilà, vous écrivez et vous vous dites, on verra après. C'est une option. Soit vous ne voulez pas travailler dans le vide, vous voulez être certain d'avoir un contrat d'édition signé avant de vous lancer, ce qui est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait possible, mais il va falloir effectivement quand même un petit peu travailler avant de pouvoir signer le contrat d'édition, puisque pour signer le contrat d'édition, l'éditeur a besoin de savoir dans quoi et avec qui il s'engage, forcément, avant de signer un contrat. On a besoin d'un minimum d'éléments de présentation du projet, c'est-à-dire un résumé, savoir qui répond aux questions classiques dont on parle depuis le début, qui vous êtes, de quoi vous êtes, à qui, dans quel objectif, voilà un peu tout ça, présenter ça, un pitch, comme on dit. Un sommaire, même s'il est provisoire, le plus détaillé possible, qu'on puisse regarder si le déroulé pédagogique, justement, nous semble cohérent, avoir une première idée de déterminer dans quelle collection ça pourrait s'intégrer, et des extraits. L'introduction si possible, mais c'est pas forcément par ça qu'on commence dans la rédaction, mais bon, parfois c'est le cas, 1 ou 2 chapitres pour pouvoir voir encore une fois la façon dont vous travaillez, le ton que vous avez choisi, la structure, est-ce que voilà, c'est rythmé, est-ce qu'il y a des rubriques, est-ce que c'est pas, est-ce qu'il y a assez de respiration, est-ce que vous accompagnez assez le lecteur. Et ça nous permet, enfin en tout cas nous chez Gérezo, c'est la façon dont on fonctionne, de vous faire un premier retour, de vous dire ok banco on y va, c'est parfait, il n'y a rien à changer, ou ah peut-être que ouais ça nous plaît bien, peut-être qu'on pourrait imaginer d'inverser tel ou tel point de la structure, ça nous semblerait un petit peu plus cohérent et on en discute ensemble jusqu'à ce qu'on soit ok pour signer un contrat. Vous pouvez, alors pour chercher l'éditeur, parce que là, moi, je vous parle de notre expérience, mais bien évidemment, il n'y a pas que nous.
Vous pouvez avoir déjà un éditeur en tête, mais souvent les éditeurs auxquels on pense, ce sont les gros éditeurs qui publient peu de nouveaux auteurs et qui ont un temps de traitement des manuscrits entrants potentiellement long. Voire, vous n'aurez jamais de réponse. Ça dépend. Aussi, franchement, il ne faut pas hésiter à chercher des éditeurs, alors pas forcément les tout petits éditeurs, mais les éditeurs de taille moyenne, on va dire. Regardez, souvent, il y a des annuaires des éditeurs de votre région. On peut être surpris, il peut y avoir des éditeurs plus proches de nous que ce qu'on pense. Ça peut être intéressant pour pouvoir les rencontrer notamment. Mais même, c'est des portes d'entrée et c'est des éditeurs voilà, auxquels on ne pense pas forcément, parce qu'en plus, en livre professionnel, on ne connaît pas tous les noms des éditeurs qui existent, mais il y en a plus que ce qu'on pense. Donc, n'hésitez pas voilà, à aller chercher autre chose que les grands noms, ce qui ne vous empêche pas d'envoyer vos manuscrits à ces éditeurs-là si c'est ce que vous souhaitez. Hein. Et surtout, n'ayez pas peur d'envoyer vos éléments. On a beaucoup d'auteurs qui, encore aujourd'hui, n'osent pas envoyer leurs extraits, leurs manuscrits parce qu'ils ont peur voilà, qu'on leur vole leurs idées, etc. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de raison. Vous êtes protégés de toute façon par la loi. Enfin, voilà, il faut pas hésiter. De toute façon, l'éditeur ne signera rien s'il n'a pas un minimum d'éléments de votre part. Concernant le contrat, il y a généralement, ils sont assez classiques. Il y a des petites choses sur lesquelles il faut avoir quelques petits points d'attention. Vérifier pour être sûr que ce soit bien un contrat à compte d'éditeur, donc que ce soit l'éditeur qui prenne en charge les frais et que vous soyez rémunéré en droit d'auteur. Vérifier que vous n'avez donc pas de frais à payer, pas de nombre d'exemplaires minimum à acheter, par exemple. Que vous n'avez pas de seuil en dessous duquel les droits d'auteur ne sont pas payés. Ça peut être un élément important qui vous fait pas forcément tilt tout de suite, mais une fois que vous allez y être, voilà. Vous pouvez trouver beaucoup de ressources en ligne, notamment sur le site de la Société des gens de lettres, des ressources utiles pour comprendre les contrats. Il y a des contrats commentés notamment. Si vous avez, voilà, si vous trouvez un éditeur que vous ne le connaissez pas, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à taper dans Google le nom de la maison d'édition plus avis ou publication pour être sûr qu'il soit bien diffusé en librairie, distribué, etc. Avoir selon vos choix, mais que ce soit bien une vraie maison d'édition domiciliée en France, parce qu'il y a beaucoup de sites internet qui proposent des choses, mais parfois, voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont basés et qui sait exactement. Mais là encore, là-dessus, vous trouverez beaucoup de conseils sur Internet pour vous orienter par rapport à ça. Je ne vais pas forcément détailler plus, d'autant que je vois qu'il y a pas mal il y a déjà des questions sur ce sujet aussi. Je ne sais pas, vous, Véronique, qui avez eu des expériences avec divers éditeurs, si vous avez des points à rajouter. Je dirais que le plus important, c'est le ciblage, en fait. C'est-à-dire, comme on disait, ne pas réfléchir à quel éditeur peut accueillir votre ouvrage dans quelle collection. C'est-à-dire ne pas envoyer juste sur un nom de maison d'édition, mais de se demander s'il y a vraiment une collection ou si c'est la ligne éditoriale de la maison d'édition. Donc ça me semble le plus important. Pas se laisser éblouir par des noms prestigieux et se poser la question par rapport à son ouvrage, en fait. Moi, je dirais ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on reçoit des manuscrits parfois sur des recettes de cuisine ou la récolte des champignons. Bon, on leur dit, c'est peut-être très bien, mais pour le coup, c'est pas du tout notre ligne éditoriale. Voilà, donc autant être efficace et effectivement regarder la ligne éditoriale. Vous avez tout à fait raison. Il nous reste peu de temps, donc je vais aller très rapidement sur la suite. Sur le processus éditorial. Voilà. Alors, encore une fois, je vais parler de ce qu'on fait nous chez Gérézo. Je ne saurais pas dire que ça a valeur pour tous les éditeurs. En général, ça se passe le plus simplement du monde. Vous pourrez en témoigner. Oui, c'est vrai. Oui. Une fois que vous avez remis votre manuscrit définitif, donc sachant qu'il peut y avoir eu un ou plusieurs échanges avant pour le travailler avec l'éditeur, une fois que vous avez remis votre manuscrit, donc qui est pour vous complet, fini, vous ne pouvez plus le voir en peinture, c'est normal, enfin souvent en tout cas, il est préparé de notre côté pour la relecture-correction. Donc voilà,
on prépare un petit peu, on vérifie qu'il y a tous les éléments, qu'il manque rien. On fait l'étape de relecture-correction, typographie, grammaire, orthographe. On vous renvoie une première version, donc toujours en Word, enfin en tout cas voilà, en version texte, avec les corrections qui ont été intégrées et les dernières éventuelles questions qui pourraient rester, les petites choses que le relecteur ou la relectrice peut avoir décelées, des répétitions, des mots qui manquent dans une phrase, une référence qui n'est pas complète ou choses comme ça. Voilà, c'est vraiment le détail et le peaufinage du texte en lui-même. Une fois que ça c'est validé pour l'auteur et l'éditeur, on passe à la mise en page. Donc là, nous, on travaille, on a le maquettiste qui va proposer une mise en page. On va créer un premier fichier PDF qui va donner une idée de ce à quoi va ressembler quand même le livre. Ça commence à se préciser. On vous l'envoie. On fait encore des échanges pour valider tout ça, voir si on a mis les bons niveaux de titre, si c'est bien les bons éléments qui sont mis en avant par rapport aux autres. On échange jusqu'à ce que tout ça soit validé et OK pour tout le monde. De même pour la couverture, que ce soit pour les aspects graphiques ou texte. Et une fois que tous les fichiers sont validés, eh bien, on envoie l'impression. Et là, on n'a plus qu'à patienter. C'est parfois le plus difficile, patienter pour recevoir le livre tout frais, sorti des presses de l'imprimeur. Et là commence un autre aspect du processus éditorial, puisque, et c'est un autre sujet, ça va être la commercialisation, voilà, les relations presse, etc. Mais c'est peut-être un peu un autre sujet, et puis peut-être que Véronique, vous allez en parler dans la dernière question. Alors, on va voir. Alors, attendez. Hop. Donc, la dernière, le dernier point, c'est que on va imaginer que le livre est écrit, publié. Vous avez trouvé l'éditeur de vos rêves. Vous tenez votre livre entre les mains. Et en fait, la question, c'est à quoi peut-on s'attendre après la publication d'un livre professionnel? Et c'est une question intéressante, je pense. Deux choses. On ne devient pas riche et on ne devient pas célèbre. Pas riche parce que quand on signe un contrat chez un éditeur, je dirais que généralement, les droits d'auteur sont compris entre 6 et 10% du prix public du livre, n'est-ce pas, Raphaël? Donc, ça veut dire que sur un livre de 20 €, dans le meilleur des cas, vous touchez 2 € avant impôt. Et donc, voilà, on n'écrit pas un livre professionnel pour gagner de l'argent. Et il est très rare qu'on devienne célèbre, qu'on écrive un best-seller quand on écrit un livre professionnel. En revanche, on va avoir beaucoup d'effets auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont très intéressants après la publication du livre. Un livre, par exemple, ça va vous aider à générer de multiples sources de revenus indirects. C'est-à-dire que c'est pas le livre qui va vous faire gagner de l'argent, mais en revanche, le livre va vous permettre de mettre en place des conférences, des ateliers, des formations. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, après avoir écrit leur livre et avoir donc conçu les chapitres, les sous-chapitres, etc., en fait, ça correspond à des modules de formation et ils vont monter voilà, des produits ou des formations en présentiel, vont faire des ateliers, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le livre, c'est un produit d'appel pour ceux qui ont des services, des prestations à vendre. C'est un produit d'appel pour ces services et ces prestations. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le livre va attirer un public très large, des gens que vous n'auriez jamais pu contacter autrement. Ces gens vont lire votre livre. Je fais ça parce que c'est comme un entonnoir de vente, en fait. Ils vont lire votre livre. S'ils sont intéressés, ils vont télécharger vos bonus ou ils vont regarder votre site, etc. Et si vraiment vous les avez convaincus, eh bien, à ce moment-là, ils sont susceptibles de vous contacter et d'acheter vos services et prestations. Et ça arrive dans tous les cas. Ça peut aussi vous donner une visibilité. La plupart du temps, ça donne une visibilité média qu'on n'a pas en tant que professionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu de la presse, de la radio, des interviews, des podcasts, etc., c'était pas ou rarement pour m'interviewer sur mon métier de coach rédactionnel. C'était parce que j'avais une actualité et que cette actualité était le livre. Et ça arrive à tous mes clients
Il y a même une autrice dont le livre va paraître chez vous, elle me l'a dit hier, le 13 avril, et donc le livre n'est pas encore paru, et elle a déjà obtenu des interviews dans des magazines nationaux pour parler de son sujet. Donc ça, je trouve ça génial, parce que quand il y a une actualité, vous cherchez Raphaël, je vous dirai après. Non, c'est moi, c'est moi. Voilà. Donc, quand il y a une actualité, ça intéresse les journalistes qui sont toujours à l'affût de quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai eu une cliente, par exemple, qui a commencé par la presse locale, vraiment le journal local, puis FR3 régional, FR3 national, et puis qui a terminé dans un reportage de 20 minutes sur France 2. Alors, ça n'arrive pas à tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir une visibilité beaucoup plus importante que celle que vous avez actuellement, parce que vous avez quelque chose à proposer, un support pour parler de votre activité de manière indirecte. Il y a aussi, et ça je trouve ça génial, des opportunités auxquelles on ne pense pas. Un livre, ça ouvre des portes de manière incroyable. Alors, vous avez pensé à vos objectifs, vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous poursuivez quand vous écrivez un livre, et puis il va y avoir des choses que vous n'avez absolument pas prévues. Et par exemple, j'ai des personnes que j'ai accompagnées et qui sont maintenant enseignants dans des IUT, dans des universités, parce que on a eu leur livre, on s'est dit ouais, c'est super si vous pouviez intervenir, et qui interviennent maintenant. J'ai une cliente qui, après avoir participé à un salon du livre à côté d'une personnalité, je ne vais pas citer le nom, d'une personnalité médiatique très très connue, salon du livre, ils sont à côté, côte à côte, ils sympathisent, et voilà, elle était super contente, petit selfie et tout. Elle pensait qu'on en resterait là. Et en fait, cette personnalité scientifique l'a contactée en disant « Est-ce que vous voudriez pas intégrer un comité scientifique que je préside et on recherche des gens, etc. » Donc, il y a des choses qui peuvent se passer, des trucs que vous pouvez même pas imaginer maintenant. Et ça, c'est ce qui fait aussi la beauté de mon métier, parce que on voit que le livre, c'est un média d'une puissance absolument extraordinaire, et que à partir du moment où l'auteur en parle, en fait la promotion, dit qu'il a écrit un livre, etc., il peut se passer des choses incroyables. Et puis, dernier point, mais pas le moindre, c'est que c'est une satisfaction personnelle énorme. Il y a énormément de gens qui veulent écrire des livres, mais en fait, tout le monde ne le fait pas. Et une fois que vous tiendrez votre livre entre les mains, croyez-moi, il y a un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de laisser une trace. Enfin, je sais pas, il se passe quelque chose. Et ça, je trouve que c'est… chacun le ressent à sa manière, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui, quand on peut le vivre, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Ça conclut, je pense, une note très positive en tout cas. On a pris un petit peu plus de temps, effectivement. Oui. On va essayer d'aller rapidement, de sélectionner une partie des questions que vous avez posées dans le chat. Alors, très rapidement, je vois qu'il y a eu une question là à l'instant. Il n'y a pas de conflit avec le fait d'avoir un contrat de travail? Non, pas du tout, puisque un contrat d'édition n'est pas un contrat de travail. C'est vraiment quelque chose à part entière. Les revenus sont traités différemment. Vous avez un relevé de droit d'auteur, vous n'avez pas un bulletin de paye. C'est vraiment quelque chose de tout à fait différent. Vous l'écrivez en dehors de votre temps de travail, donc voilà. Mais ce n'est pas comme une activité salariée, donc il y a aucun souci. Une autre question, effectivement très souvent posée, quelle est la différence entre s'auto-éditer et publier un livre via un éditeur? Alors, il y a beaucoup de différences. Ça va vraiment dépendre de votre objectif, en fait, en publiant ce livre. Si votre objectif est plutôt financier, que vous voulez pouvoir avoir un œil sur les ventes et avoir régulièrement les revenus qui arrivent, vous préférez sans doute l'auto-édition, puisqu'en auto-édition, vous avez au jour le jour, à la minute près, le nombre de ventes et vous avez un pourcentage du prix de vente qui vous revient, qui est beaucoup plus important. Avec un éditeur, le pourcentage sera moins important parce qu'il y a d'autant plus de personnes dans la chaîne du livre, puisqu'il faut bien rémunérer l'imprimeur, l'éditeur, le diffuseur, le distributeur, le libraire. Mais la diffusion sera beaucoup plus importante.
En auto-édition, vous êtes tout seul pour parler de votre livre et pour en faire la promotion. Avec un éditeur, vous n'êtes pas tout seul. Votre livre est disponible dans toutes les librairies. Il est présenté aux libraires par un diffuseur. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, plus l'aspect aussi de légitimité, puisque quelque part, votre livre a été sélectionné, relu, vérifié, etc. Alors qu'en auto-édition, n'importe qui peut publier sur n'importe quoi, finalement. Donc voilà, il y a vraiment des pour, des contre, des avantages, des inconvénients aux deux solutions. Donc ça va surtout dépendre de vous, en fait, sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce que le coaching à l'écriture est pris en charge dans le CPF, Véronique? Est-ce que vous Non, avez, non, hélas non. Voilà, donc au moins c'est clair, c'est bref. Oui. On a la réponse. Alors, il y a eu des questions sur comment ajouter des podcasts ou réaliser un livre plus interactif. Ça, c'est à voir avec votre éditeur en fonction des solutions qu'il peut vous proposer. Ça peut être des QR codes, ça peut être ajouter des liens, ça peut être, voilà, il y a plein de choses qui se font de plus en plus. Dans les versions numériques, en plus, on peut les enrichir. C'est vrai que dans les versions papier, on est obligé de passer par un élément interposé, comme un QR code ou un lien qui vous ramène sur les ressources. Dans les éléments numériques, on peut avoir des choses qui sont directement cliquables ou des vidéos même intégrées. Voilà, les contraintes, j'essaie d'aller assez rapidement tout en donnant des réponses. Les contraintes sur la mise en forme du manuscrit, ça va dépendre des éditeurs. Parfois, sur les sites, vous avez déjà les consignes. Moi, je sais que pour ce qui nous concerne, quand on commence, quand on est sur le démarrage du projet, qu'on a déjà validé un plan, un extrait, etc., on vous envoie à ce moment-là les consignes. Le principal étant de ne pas vous polluer l'esprit avec ça, de ne pas trop en faire, puisque de toute façon, nous, on va tout détruire pour recommencer dans un autre logiciel de mise en page professionnelle. Donc, ça ne sert à rien de passer des heures dessus. La police, l'interlignage, etc., on ne le conservera pas. Donc, c'est plus vous, avec quoi vous allez être à l'aise, ce qui sera simple pour vous à relire, agréable, etc., où vous allez vous y retrouver. Eh bien, par contre, mettre en valeur ce que vous voulez qu'il soit mis en valeur, etc. Mais voilà, il ne faut surtout pas vous polluer l'esprit avec ça. Si c'est quelque chose qui vous inquiète ou qui vous bloque, ne pas hésiter à demander à l'éditeur très tôt dans le processus, quelles sont ces consignes s'il ne vous les a pas transmises. Mais généralement, c'est assez light. Que je regarde un petit peu les autres questions. On a des questions auxquelles on a sans doute déjà répondu. Donc, comme on est arrivé au bout de l'horaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr nous les adresser. Alors déjà, pour aller plus loin, le livre de Véronique, qui aborde vraiment beaucoup plus en détail toutes ces questions-là. Donc, c'est une ressource vraiment très complète du tout début du processus jusqu'au point final et jusqu'à la publication, vraiment. Si j'avais écrit un livre qui regroupait tous les conseils qu'on peut donner, nous, au quotidien à nos auteurs, je pense que ce serait celui-là, parce que vraiment, on était sur la même longueur d'onde et ça correspond tout à fait à ce qu'on conseille, nous. Donc, je vous le recommande vraiment. Un petit QR code, justement, pour si vous voulez l'actualité. Et puis, encore une fois, merci à vous tous d'être là. Merci à Véronique. Merci à vous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Vous aurez de toute façon accès au replay, au contact, etc. Vous allez recevoir des messages. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, Véronique, encore Merci pour cet échange qui était passionnant. Et puis, merci aux participants d'avoir été là. Et je suis bien sûr, comme vous, à leur disposition. S'il y a des questions complémentaires, on peut me retrouver. Je ne sais pas si vous donnerez une adresse ou si vous me transmettrez des questions, mais j'y répondrai avec grand plaisir. Oui, on transmettra. Il n'y a pas de problème. Eh bien, merci à tout le monde. Très bonne journée à vous et au plaisir d'échanger sur vos projets de livres professionnels. Merci. Au revoir. Au revoir.